Rebonjour, c'est un plaisir d'être ici à Lausanne. Merci d'être venu. Il fait tellement beau à l'extérieur, donc merci d'être ici pour parler un peu de la discrimination algorithmique. Et c'est un grand plaisir d'être ici de retour à Lausanne où j'ai défendu ma thèse sur le même sujet en juin. Donc arrêtez-moi si je parle trop dans tous les sens et n'hésitez pas à surtout poser vos questions à la fin si vous, ou aussi m'interrompre si jamais vous avez quelque chose qui vous presse. Donc on va commencer. Imaginez-vous que vous êtes encore en vacances. Ça c'est Bologne, en Italie, et vous avez faim. Et dans l'ère du numérique, vous allez sur votre portable et vous commandez quelque chose à manger. Vous connaissez ça, en Suisse il y a un équivalent. Ça c'est Deliveroo et vous attendez votre repas. Derrière ce système, il y a un algorithme, il y a un système d'IA, on pourrait dire, qui gère vos commandes. Maintenant, le problème, c'était, et c'est un vrai cas qui était décidé par un tribunal en Bologne, en Italie, si vous annulez un shift, si vous cancellez donc un shift, c'est pas bon pour vos revenus en fait. Vous perdez dans le ranking quand vous êtes livreur ou livreuse et vous perdez beaucoup d'argent en gros. Non, le problème c'était que la personne en question, dans l'affaire judiciaire, elle ne pouvait pas accepter un shift pour délivrer la nourriture parce qu'elle devait s'occuper des petits enfants à la maison. Et en même temps, elle avait aussi des aînés, elle devait s'occuper de ses grands-parents. Mais le système d'IA, il n'y avait pas d'option de dire, voilà, j'annule un shift pour telle ou telle cause. C'était juste une annulation. Et donc le problème dans cette affaire, c'était que en pratique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont des responsabilités familiales. Et donc, le tribunal a dit, en fait, c'est une discrimination indirecte sur la base du sexe. Et donc, le tribunal de Bologne a dit, ça c'est un problème, c'est une discrimination. Ça c'est une des rares affaires où vraiment un tribunal a dit, ça ne va pas, un algorithme ou un système d'IA a directement discriminé. J'ai essayé de vous expliquer un peu le fonctionnement comme exemple. On va revenir à plusieurs manières, donc les discriminations ou les biais peuvent entrer dans le jeu. En gros, il y a deux portes. La première porte, c'est le système d'IA, c'est le design, la conception de l'algorithme, on va dire. Et la deuxième porte, c'est les données qui sont utilisées par les algorithmes pour prendre une décision tout court. Pour les recherches en ligne, les systèmes, par exemple ChatGPT, que vous connaissez tout. Donc on va distinguer entre les systèmes, les défauts de système et les défauts qui se constituent dans la base de données. Donc, première porte d'entrée pour les biais ou les discriminations. Vous savez tous, il y a beaucoup de préjugés dans la société. Et ces biais sont bien sûr reflétés dans les données. C'est un miroir, ça reflète tous les préjugés de la société. Mais c'est peut-être pas seulement ça, parce que c'est aussi les biais, les stéréotypes sont amplifiés, sont augmentés, donc ce n'est pas seulement un simple reflet, parce que tout dépend de ce qui se trouve dans les données. Il y a beaucoup de choses qui ne se trouvent pas dans les données. Donc ce n'est peut-être pas simplement un reflet de réalité, mais parfois c'est plus et parfois c'est moins. On va y revenir. Mais d'abord, la première porte. Ici, vous voyez Ada Lovelace, une des premières femmes programmeurs qui ont existé. Et c'est la question du design de l'algorithme, du système de IA. Et c'est donc finalement la question qui conçoit les algorithmes, qui programme les algorithmes. Et si on regarde les chiffres en Europe, c'est plus ou moins entre 18 et 21% de femmes seulement. Et ce n'est pas très représentatif de la société aussi. Il y a beaucoup d'hommes blancs. C'est une population très très homogène qui en fait programme les algorithmes. Et ça peut bien sûr avoir des conséquences qu'on va voir. Donc ça c'est la première porte d'entrée pour les biais et potentiellement pour les discriminations. Et la deuxième porte, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est la base de données, toutes les données. Et on a déjà dit que c'est tous les biais de la société qui se retrouvent dans les données. Et ce n'est pas toujours correct. Tout ce que vous trouvez sur Internet, en gros, parfois c'est correct, parfois c'est pas correct, ou c'est très stéréotypé aussi, comme vous avez sûrement fait l'expérience vous-même quand vous cherchez quelque chose. Et tout ça se trouve dans les données. Et donc c'est la question qui est représenté, est-ce que tout le monde est représenté d'une manière correcte? C'est ça toutes les questions, et tout ça peut mener à des discriminations. Donc ça c'est la deuxième porte d'entrée.
Le but, bien sûr, de tout le monde, idéalement, mais aussi des politiciens, c'est de fermer les deux portes. Donc, essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas des biais ou de défauts dans l'architecture des algorithmes, mais en même temps aussi que les données sont assez représentatives, qui sont de bonne qualité et reflètent assez bien la société. Donc ça, c'est un peu le but. Maintenant, je vous demande de faire une autre réflexion. Imaginez-vous que vous êtes devant votre moteur de recherche préféré et vous tapez comment réconcilier la vie familiale et la paternité et la vie professionnelle. Quand vous utilisez par exemple Google, que vous pouvez voir ici, l'algorithme et la fonction autocomplete, que vous connaissez tous, suggèrent que vous faites ça, c'est en anglais, combine fatherhood and work. Il y a une suggestion, how to combine motherhood and work. C'est un vrai cas en fait aux Pays-Bas, ça date de 2015, et cet homme néerlandais a visiblement voulait pas savoir quelque chose sur la maternité, mais il était intéressé en tant que père comment on peut réconcilier le travail et la vie à la maison avec les enfants. Et je trouve que c'est un très bon exemple qui montre à quel point les données sont biaisées. Maintenant, vous y pensez, c'est des simples recherches que vous faites tous les jours. Est-ce que c'est grave, oui ou non? C'est forcément pas très bien, mais ça, par exemple, ça n'a pas des conséquences légales directes. Personne ne va perdre leur job, c'est pas quelque chose, vous demandez en crédit, ça n'a pas d'impact direct. Mais c'est quelque chose de quand même grave. Et on va voir plus tard pourquoi c'est problématique quand même qu'il y a des choses pareilles. Quand vous tapez autre chose, par exemple, vous regardez des images, vous tapez CEO, PDG, vous voyez presque que des hommes. C'est un autre exemple de biais qui n'est pas très génial. En tant que tel, c'est peut-être pas problématique, mais on va y revenir à quel moment ça peut devenir problématique. Maintenant, LLM, c'est les Large Language Models, j'avais oublié de le dire, comme ChatGPT, en gros, pour faire facile, c'était avant, quand tout le monde a utilisé Google et des outils comme ça. Maintenant, il y a des Large Language Models. ChatGPT, ça c'est Midjourney, Stable Diffusion, pardon, pour créer des images. C'est un peu la même chose, sauf ça, c'est pas la réalité. C'est des images qui sont créées, il n'existe pas. C'est des images qui sont créées à partir des données qu'on trouve sur Internet, mais ce n'est pas des vrais personnages comme on voit ici. Et le problème ici, c'est qu'on voit un peu les mêmes biais et un risque de discrimination parce que ce n'est pas complètement le reflet de la vérité qui existe en société, parce qu'on a quand même entre 8 et 10% de CEO, de PDG qui sont des femmes, et ce n'est pas exactement reflété. Même si ça, c'est un peu mieux que dans l'image qu'on voit ici, ce n'est pas un reflet de la réalité. Et c'est grave parce que ce n'est pas seulement un reflet de la société, mais les biais et le risque de discrimination, c'est créé from scratch. Ça n'existe pas, et il y a cette fausse réalité qui est créée, et ces biais qui se trouvent dans les données, c'est encore amplifié. Comme j'ai dit, on va y revenir. Quand vous cherchez autre chose, ça c'est par exemple infirmière, vous voyez, c'est très stéréotype, très genré aussi. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous les connaissez peut-être beaucoup d'exemples comme ça. Je vous ai dit à quel moment est-ce que ça devient problématique. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe si des ensembles de données sont utilisés qui contiennent des biais, des stéréotypes, donc ce qu'on a vu il y a une minute, et qui sont utilisés dans les systèmes d'IA. Par exemple, un système de recrutement. Vous postulez, ou un de vos proches postule demain pour une société, pour l'université, pour le secteur public, et exactement ces données, ils cherchent un CEO, ils ont les biais qu'on a vus, et ces biais vont influencer bien sûr la décision. C'est à ce moment-là où ça devient problématique. Et l'exemple que je veux utiliser, c'est le système de recrutement d'IA, où bien sûr des données sont utilisées, des données qui très souvent sont biaisées, et ça peut impacter la décision finale. Donc on a vu un peu quelques exemples pour illustrer la problématique de la discrimination algorithmique. Et vous avez forcément tous entendu parler, il y a beaucoup de choses qui bougent en politique, il y a beaucoup de projets, comment il faut faire. En Suisse, il n'y a pas encore de loi qui encadre ça. Et en plus, on a le problème en Suisse qu'il n'y a pas vraiment une loi. Dans le secteur privé,
qui interdit les interdictions, par exemple sur la base du sexe, de la race et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Si dans le privé, par exemple Google ou Amazon ou les big tech font une discrimination, on a un peu moins de moyens de lutter contre ça. Et le même problème donc dans la sphère numérique, quand il y a une discrimination algorithmique, il n'y a pas pour l'instant de cadre juridique en Suisse encore. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et on va voir qu'il y a des initiatives très intéressantes qui peuvent être très très pertinentes en Suisse. Mais avant de revenir à ça, je voulais juste vous dire, on parle toujours de IA, il y a un hype, on doit faire quelque chose, on doit trouver des solutions, peut-être même avec l'IA pour contrer les problématiques, mais il faut toujours se dire, on a vu au début, les données sont très importantes pour les algorithmes. Il y a des biais dans les données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la good old policy dans le offline world, dans la vie hors ligne, en gros. Il faut lutter contre les violences contre les femmes. Il faut lutter contre les inégalités dans tous les secteurs, dans toutes les perspectives, dans tous les domaines, parce que si ces inégalités existent, ça va se toujours refléter dans les données, et donc on va avoir le même résultat. Raison pour laquelle il ne faut pas toujours penser aux solutions très sophistiquées, mais aussi ne pas obliger, en raison des données qui jouent un rôle important, il faut toujours lutter contre toutes les inégalités, parce que ça va en fait empêcher un peu aussi les discriminations algorithmiques. Donc qu'est-ce que c'est la discrimination algorithmique? J'ai vous mis une définition, c'est en anglais. En gros, c'est toutes les discriminations que vous connaissez sur la base de la religion, de la race, du genre par exemple, mais qui sont causées par un algorithme ou un système d'IA, tout simplement pour ne pas le faire compliqué. Donc chaque fois qu'on a un système d'IA, un algorithme qui cause ou qui mène à une discrimination qui est prohibée par la loi, on parle d'une discrimination algorithmique. Pour vous illustrer pourquoi c'est en fait important de faire quelque chose, je veux juste brièvement comparer un cas de discrimination classique. On va prendre l'exemple d'une start-up à Lausanne, ou l'Université de Lausanne, ou les PFL, qui veulent recruter quelqu'un. C'est quelque chose de très local, ça se passe à Lausanne, il y a des recruteurs, on parle, il y a un entretien, et la personne est prise ou pas, il y a une discussion, et finalement c'est une décision humaine, mais ça reste assez unique, parce que même si la personne revient ou une autre, la décision peut être un peu différente. C'est quelque chose de très local, très unique. Et puis c'est la loi suisse qui s'applique et on peut peut-être faire un recours contre cette décision qu'on n'ait pas prise ou peu importe. Maintenant, imaginez la même situation, la start-up lausannoise, une université basée à Lausanne, qui recrute quelqu'un. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un humain exclusivement qui prend la décision, mais c'est un système d'IA, de recrutement automatisé. Et donc, c'est un système, par exemple, qui est géré par une boîte qui est utilisée partout dans le monde. Et donc, peut-être vous pouvez déjà devenir la différence. Si sur les mêmes données, votre CV, votre lettre de motivation qui est soumise à ce système d'IA est scrutée, ça va être toujours la même décision si les données ne changent pas. Parce que c'est le système d'IA qui va prendre les décisions. Et maintenant, vous pouvez imaginer, si vous n'avez pas la chance d'accrocher le job, vous n'êtes pas content, vous passez à une université à Zurich, start-up à Zurich, avec le même profil. Si le même algorithme est utilisé, il y a un très fort risque que le résultat sera le même. Le même. Par rapport aux recruteurs humains qui peuvent prendre des décisions différentes. Et il y a un grand risque si le système d'IA pour le recrutement est utilisé pas seulement en Suisse, mais en Europe, dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça dans le monde. Donc il y a un gros risque si les données sont biaisées et si le design de l'algorithme est assez propice aux discriminations ou aux biais. Il y a peut-être un problème qui mènerait à des discriminations. Donc il faut bien comprendre l'enjeu et les risques qui existent pour l'IA. Il y a beaucoup de choses positives aussi, on va peut-être revenir si on a le temps, mais il y a ce gros risque de discrimination qui est amplifié par l'usage des algorithmes. Il y a beaucoup d'exemples récents des algorithmes. Vous avez peut-être entendu parler d'Amazon qui a utilisé un algorithme, c'était justement pour le recrutement. Aux États-Unis, il y avait plein de cas, PredPol, la police prédictive. Et tous ces exemples que j'ai mis ici sur le slide, il y avait toujours des biais, toujours des discriminations impliquées. Un des plus fameux, c'était le fraude sociale, la détection de fraude sociale aux Pays-Bas, où des familles étaient discriminées à cause de leur origine. Et c'était un gros scandale. Et finalement, le gouvernement en fait, a démissionné à cause de ça. C'est juste pour vous illustrer, ce n'est pas seulement la théorie, mais ça existe partout. Il y a déjà beaucoup de cas.
n'y a pas beaucoup de cas décidés par les tribunaux encore, mais c'est des cas qui sont assez présents et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas justement. Je vais vous donner un autre exemple sur le marché de travail, et cette fois c'est en Autriche, et c'est pour la réintégration des gens sur le marché du travail. Et c'est l'agence de l'emploi autrichien qui utilisait un système pas très sophistiqué, mais un algorithme, je dirais. Et cet algorithme a utilisé 2 critères. Et les 2 critères étaient notamment le sexe, pour prendre des décisions, et les responsabilités pour prendre en charge les enfants. Et ça, étonnamment, c'était juste retenu pour les femmes, donc même pas pour les hommes. Donc c'est très évident, dans la conception de l'algorithme, il y a une discrimination assez visible, qu'on a utilisé un critère, mais juste pour les femmes, mais pas pour les hommes. Mais même s'il n'y avait pas ce critère juste pour les femmes, on a vu dans l'exemple au début que c'est de toute façon une discrimination parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont les congés familiaux, par exemple, et ils prennent en charge les aînés. Donc ça aussi, ça aurait pu être une discrimination. Donc ça, c'est un exemple pour la réintégration dans le marché du travail en Autriche, simple algorithme. Et cette même agence de l'État a utilisé maintenant un truc comme ChatGPT pour suggérer aux jeunes, en gros, qui voulaient savoir qu'est-ce que je peux faire dans la vie. Et ils tapaient comme ChatGPT, ils tapaient, moi, je veux faire ça et ça et ça. Ils ont donné leurs âges, leurs préférences et tout ça. C'est en allemand. Mais en gros, la seule différence entre... Il y avait des gens qui ont testé ça, et la seule différence, c'était un homme et une femme, et le résultat était complètement différent. Pour les femmes, c'était plutôt suggéré aller dans les gender studies, faire le tourisme et tout ça. Et pour les hommes, c'était... l'ingénierie, les voitures, les avions. Donc très stéréotypé. Et donc, on voit très bien, ici, c'est un exemple pour les données. Les données qui étaient utilisées par l'algorithme étaient très biaisées. Et donc, les résultats, les recommandations, et c'est quand même conséquent. Ce n'est pas une décision d'accrocher un emploi ou pas, mais c'est pour s'orienter dans la vie, quelle profession. Et comme maintenant, tout le monde utilise ça, c'est quand même très important. Et c'était très grave. Et donc, du coup, le système d'IA a été changé. C'était un grand scandale en Autriche. Mais juste pour vous illustrer que l'exemple sur la gauche, c'est plutôt le design, la conception de l'algorithme où les fautes étaient commises d'un point de vue biais et discrimination. Et le deuxième exemple, avec le ChatGPT pour les professions, c'était les données qui étaient problématiques. Et maintenant, je vais vous parler brièvement de quelque chose. Je suis désolé pour ceux qui sont experts dans la matière, pardonnez-moi, mais peut-être pas tout le monde est familier avec ce qui sont des word embeddings ou la technique word2vec. En gros, c'est comme un dictionnaire de mots qui est utilisé pour programmer les algorithmes pour prendre des décisions. Et ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est tout ce qui va vers la droite, c'est plutôt associé avec un homme. Et tout ce qui est sur la gauche, c'est plutôt associé avec ce qui est féminin. Donc ce sont tous des mots. Et en gros, word embedding, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous une salle 3D comme ici, c'est la proximité des mots, la relation, la corrélation entre les mots. Est-ce que les mots sont très proches? Est-ce qu'ils sont associés? Oui ou non? Et l'exemple classique dans la recherche, c'est en gros, man is to computer programmer as woman is to homemaker. Et on voit, c'est très stéréotypé, mais c'est un peu ça l'idée qu'on associe des mots. Et quand vous prenez des décisions, c'est très souvent sur la base des données, tout ce que vous trouvez sur Internet, les livres, les journaux, tout ce qui est en gros digitalisé. Et là, toutes les histoires sont très biaisées. Donc, les algorithmes cherchent en gros, ils essaient de prédire en fait ce qui est le prochain mot. Quand vous utilisez ChatGPT, c'est en gros, c'est ça. Et ça nous ouvre la porte pour les biais et les discriminations. Donc c'est intéressant à savoir un peu comment ça se passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi non plus, je ne suis pas expert d'une manière informatique quand on rentre trop dans les détails, mais c'est en gros comment ça marche. Donc c'est très important, cette association des mots pour comprendre comment une discrimination algorithmique peut voir le jour. Parce que finalement, vous le savez peut-être tous, mais je vous rappelle, c'est génial l'IA, mais c'est pas de la magie, c'est que la prédiction en fait. C'est que la prédiction, quelle va être la prochaine lettre, quel va être le prochain mot quand vous faites une requête dans ChatGPT
par exemple. Donc ce qu'il faut, beaucoup de données, beaucoup de puissance, des ordinateurs pour arriver à un résultat qui est impressionnant, sans doute, mais ce n'est pas de la magie, c'est juste une question de probabilité, pour le réduire un peu. Et en gros, ça se passe en 4 étapes. Si vous imaginez, ça c'est une phrase en fait, que quand vous tapez par exemple dans ChatGPT, vous voulez taper quelque chose, et la première étape c'est en fait d'associer un nombre de pourcentages ce que va être le prochain mot. Donc la phrase est « The best thing about AI is its ability to », et puis il y a plusieurs alternatives, et chaque alternative est associée avec un pourcentage, et puis ce qui est le plus probable est utilisé. Et puis, 2, c'est la structure de la langue en fait. La langue française, ici c'est l'anglais, on envisage comment est la structure d'une phrase classique. Et puis la 3e étape, c'est l'espace des mots. Et l'espace des mots, ce qu'on avait juste vu avec les word embeddings. Quelle est la proximité des mots. King, man, ça fait du sens. Queen, woman, ça fait du sens. Mais quand on a des stéréotypes, ça ne fait pas de sens. Et c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de biais dans les données, dans l'Internet. Et c'est ça qui, finalement, mène à une prédiction d'un mot qui peut-être est biaisé. Pas tout le temps, mais il y a un risque d'une prédiction qui est biaisée. Et donc, finalement, c'est le mot suivant le plus probable qui sort quand vous avez une réponse à travers toutes les données qui sont utilisées par l'algorithme en question. Et donc, c'est ça comment ça peut marcher, c'est une des possibilités. Il y en a d'autres, mais je vais juste sortir ça comme exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Et maintenant, je viens un peu aux solutions possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule loi, ou le seul cadre réglementaire en Europe, c'est le Artificial Intelligence Act, donc la loi sur l'IA, qui était proposée par la Commission européenne et qui était adoptée l'année dernière. On va y dire quelques mots parce que c'est assez conséquent, c'est assez gigantesque le règlement et ça a aussi des conséquences sur la Suisse, même si la Suisse n'est pas bien sûr membre de l'Union européenne, mais ça peut avoir des impacts. Et donc juste pour vous dire que en fait, la loi sur IA, ça n'a rien à voir stricto sensu avec l'égalité, avec la discrimination, c'est vraiment quelque chose de très horizontal. C'est la régulation d'une technologie, dans ce cas-là, l'IA. Mais il se trouve beaucoup de choses sur l'égalité, sur la discrimination dans cette réglementation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit y regarder un peu, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser pour contrer les biais et les discriminations. Donc, c'est beaucoup mentionné dans le texte, je ne vais pas y aller dessus, mais en gros, pour que ce règlement de l'Union s'applique, il faut un système d'IA. Un système d'IA, c'est en gros un système, on va y revenir, j'ai une définition sur l'autre slide, mais un exemple, c'est recrutement, un système d'IA de recrutement que je vous ai parlé déjà. Ça, c'est un très bon exemple. Pourquoi c'est un très bon exemple? Parce que c'est aussi un système à haut risque. Et en gros, le système qui était choisi par le Artificial Intelligence Act de l'Union européenne, c'est les systèmes à haut risque sont très importants, donc on doit les réguler plus. Il y a 3 catégories, mais je vais me focaliser juste sur les systèmes à haut risque, parce que c'est ceux où il doit passer quelques conditions pour opérer sur le marché. Et un des exemples, c'est justement le marché de travail. Et le marché de travail, un bon exemple, c'est le recrutement d'IA. Donc ça va rentrer dans le champ d'application et donc les règles de l'Union européenne pourraient s'appliquer. Et qu'est-ce que c'est? Quand je dis des obligations, c'est par exemple ce que j'ai mis sur le slide sur la droite. C'est par exemple, il faut un système de gestion de risque, il faut gouvernance des données, il faut par exemple expliquer comment les données étaient choisies. On a vu les exemples avec les données, donc c'est très important de dire quelles données sont utilisées, de justifier, expliquer un peu comment ça marche avec les données. Il faut aussi créer de la transparence, des informations, et aussi il faut avoir un humain dans le loop qui peut contrôler le processus. Par exemple, aussi des traces. Une des choses, c'est l'avantage des systèmes IA. Il peut y avoir des traces qui peuvent être enregistrées. Donc, du coup, si jamais il y a un problème en termes de discrimination par rapport à un humain, c'est beaucoup plus facile de recourir aux traces qui étaient produites. Donc, qu'est-ce qu'un système d'IA? Pour faire très simple, c'est en gros un système qui reçoit des inputs, fait quelque chose, et puis un output, comme une décision
ou une recherche dans un moteur de recherche, ou ça peut être la décision d'un système de recrutement qui dit vous êtes recruté ou pas. Ça en gros, c'est un système d'IA, mais vous connaissez tous aujourd'hui ce qui est un système d'IA, donc je ne vais pas y passer plus de temps. Et juste pour vous dire qu'un des buts du règlement de l'Union européenne, c'est aussi les droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, c'est clairement aussi égalité de genre, c'est la discrimination. Je vous ai parlé pourquoi ça peut être utile en Suisse, même si ce n'est pas une loi suisse. Et en Suisse, à présent, il n'y a pas encore une réglementation là-dessus. Parce qu'en fait, le champ d'application, c'est l'article 2 du règlement, dit que dès qu'il y a un impact avec le marché européen, la réglementation s'applique. Ça veut dire s'il y a un start-up à Lausanne qui utilise un système d'IA de recrutement qui est utilisé en Finlande ou en France, ça a des impacts et ça s'applique. Donc, en tant qu'entrepreneur suisse, on doit avoir sur le radar qu'il y a les règles maintenant. Ce n'est pas des règles suisses, mais ils s'appliquent quand même dès qu'il y a un contact en fait, avec le marché intérieur de l'Union européenne. Donc, c'est très important à savoir. Voilà, donc ça a des effets aussi en dehors de l'Union européenne. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais il y a toute une administration qui est là pour suivre l'application, la bonne application de la loi sur l'intelligence artificielle. C'est le AI Office, par exemple, mais c'est aussi les instances nationaux qui s'occupent de ça. Mais il y a deux choses qui sont très importantes. On a vu maintenant que les données peuvent être problématiques, mais aussi le design. Et donc, tout le monde parle d'une boîte noire, en fait, qu'on ne peut pas accéder. Vous avez tous entendu parler de ça. Donc, un des problèmes, c'est si on n'a pas de loi, de cadre juridique pour permettre, par exemple, un accès au système d'IA, ça peut poser problème. Si vous êtes, par exemple, discriminé, vous voulez faire une plainte, vous n'avez pas accès aux données. Donc, il faut un droit. Et ça, c'est quelque chose que la loi de l'Union européenne vous permet. C'est un droit de plainte qui est prévu. Quand vous êtes concerné par une décision, vous pouvez vous plaindre auprès des autorités compétentes. Et deuxième chose très importante à retenir, les autorités peuvent ouvrir cette boîte noire pour accéder aux preuves. Parce que si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas faire votre plainte. C'est très important. Et parfois, c'est très compliqué dans les systèmes d'IA. Donc, s'il n'y a pas une loi qui oblige les entreprises, vous n'allez pas volontairement imposer à Google, Amazon et les autres d'accéder aux données. Donc, ça, c'est très important. Et notamment, une des compétences qui se trouve dans cette loi sur l'IA, c'est l'article 77 qui prévoit aux autorités, s'il y a vraiment un problème de discrimination, de vraiment ouvrir cette boîte noire. Et ils peuvent demander aux entreprises d'avoir des informations, des explications, mais si ça ne suffit pas, ils peuvent vraiment aller dans l'entreprise et ouvrir entre guillemets, le système d'IA pour regarder ce qui est derrière. Ça veut dire ça peut être les données, ça peut être la conception des algorithmes, mais ça peut être un pouvoir très exceptionnel parce que bien sûr, très souvent c'est protégé par des droits IP, donc c'est très difficile à y accéder et donc il y a un grand enjeu et c'est bien qu'il y a des règles qui prévoient ça. Et c'est aussi à réfléchir en Suisse si jamais il y a une loi qui concrétise quelque chose entre l'IA et la discrimination, c'est important de prévoir des choses comme ça pour qu'une loi n'est pas vide et qu'elle peut être appliquée soit par des individus qui sont lésés, mais aussi par des autorités compétentes. Et donc ici, il y a aussi un droit d'explication de la prise des décisions. Ça veut dire quand c'est la première étape en fait avant de porter plainte. Si vous êtes concerné par une décision, vous avez le droit d'avoir une explication. Qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi est-ce que je suis discriminé, pour préparer votre plainte. Et article 85, je l'ai mentionné, c'est la possibilité de déposer une plainte. Donc la question, c'est en gros, pourquoi est-ce qu'on a en fait besoin de règles juridiques? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de règles? Peut-être le marché fait son jeu soi-même, il n'y a pas vraiment de problème, ou les entreprises peuvent prendre en charge des plaintes. La grande question, c'est si le cadre juridique, notamment en Suisse, mais aussi en Europe, est adéquat. Et j'ai expliqué au début qu'en Suisse, il n'y a pas vraiment de règles déjà en ce qui concerne les discriminations basées sur quelques discriminations, par exemple le sexe, la religion ou la race. Donc c'est déjà compliqué. Il n'y a pas de cadre sur la discrimination algorithmique. Donc il n'y a aucune loi
concernant l'IA, c'est que des règles générales qui s'appliquent, c'est la Constitution, c'est les règles générales qui s'appliquent. Mais il y a quand même un débat politique en Suisse depuis un moment. Il y avait au Conseil fédéral, il y avait une pétition qui était déposée. Il y a des entités comme Algorithm Watch qui ont fait beaucoup de choses là-dessus, sur la discrimination algorithmique. Il y a des propositions pour une loi, donc ça bouge vraiment. Il y a des belles choses qui se développent. Il faut aussi dire qu'il y a d'autres institutions qui peuvent être d'une importance. Par exemple, le ISO, International Standard Setting Organization, qui se trouve à Genève. La Suisse est membre, ou CNELEC, c'est un comité de normes techniques où des ingénieurs élaborent des normes. Et là aussi, la Suisse fait partie. Il y a tout un état de sorte de règles, mais pas juridiques, mais techniques, qui sont élaborées, qui sont applicables dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ça peut être important. Mais c'est notamment le Conseil de l'Europe. Vous savez tous que la Suisse fait partie, pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Et c'est sous la présidence suisse, l'année dernière, qu'une soi-disant loi, une réglementation cadre a été adoptée sur l'intelligence artificielle. Aussi, ce n'est pas spécifiquement sur l'égalité ou la discrimination, mais ça touche quand même des questions de biais, de discrimination possible par des systèmes d'IA. Mais le problème avec ça, et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir un cadre législatif spécifiquement pour la discrimination, c'est parce que le cadre du Conseil de l'Europe, qui était adopté le 17 mai l'année dernière, ça s'applique que dans le secteur public. Donc c'est un peu comme en Suisse, ce sont des règles qui s'appliquent, mais seulement aux autorités publiques. Et comme en Suisse, toutes les agences sont liées par la Constitution, donc ils doivent respecter le principe d'égalité, de non-discrimination. Mais dès qu'un acteur privé fait quelque chose, en gros, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire. C'est ça la défaillance du Conseil de l'Europe ou du règlement cadre sur l'IA, même si ça va un jour s'appliquer en Suisse, une fois c'est adopté et ratifié, si c'est une entreprise privée, vous n'êtes pas protégé. C'est pour ça qu'il faut réfléchir pourquoi il faut des règles. Et donc la situation actuelle en Suisse se résume en gros, il n'y a pas de protection adéquate contre les discriminations, notamment dans le secteur privé. Il n'y a pas de cadre spécifique non plus pour l'IA. Mais il y a quelques idées de pistes pour légiférer, donc on va voir ce que va être le résultat. Et bien sûr, on peut toujours recourir au AI Act européen s'il y a un lien avec le marché unique. Donc pour gentiment venir un peu vers la fin, c'est toute question que l'IA doit devenir plus inclusif. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous recommande forcément de le lire, c'est super intéressant, ce livre-là de Caroline Criado-Pérez, parce que ça dit un peu comment les systèmes d'IA, beaucoup dans le monde digital, est perçu pour les hommes et pas pour les femmes, et comment les données jouent un rôle, c'est assez intéressant. Et ça montre aussi en même temps que c'est les deux choses. Il faut plus de diversité dans le monde qui crée les algorithmes, mais il faut aussi plus de diversité et de qualité dans les données qui influencent les décisions. C'est les fameux deux portes que je vous montrais au début. Donc en gros, plus d'inclusivité à tous les niveaux et des lois. Et donc finalement, pour revenir juste une seconde sur le type de la réglementation, parce que c'est toujours discuté, est-ce qu'il faut des règles? Est-ce que le marché tout seul peut faire son magie, oui ou non? Vu les enjeux financiers là-dedans et ce qu'il prend en fait à lutter contre les biais, c'est pas vraiment quelque chose qui peut se passer. Et quand on regarde toutes les GAFAM, toutes les sociétés de tech, c'est pas vraiment la démarche à suivre. Ça va pas résoudre le problème. Il y a beaucoup d'enjeux financiers aussi. Il y a beaucoup de recherches qui sont financées par les big tech. Donc parfois ça manque d'indépendance aussi. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui peut se faire en autorégulation. Il faut un type de régulation. Ce qu'il faut, on peut y avoir une discussion, mais c'est sûr que quelque chose il doit y exister des règles juridiques, mais il faut aussi travailler avec le secteur de la technologie parce que c'est eux qui connaissent comment ça marche. Quand vous pensez aux agences de l'État, en Suisse, ce n'est pas forcément les experts, il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille là, donc ce n'est pas les experts qui vont savoir comment gérer des systèmes d'IA, donc il faut de toute façon travailler avec le secteur de la technologie, donc il faut aussi travailler ensemble, mais c'est clair, il faut des règles juridiques qui donnent des droits concrets qui peuvent empêcher des choses et aussi qui donnent d'accès, par exemple pour accéder au contenu des systèmes d'IA. Donc pour terminer, ce que moi en fait je suggère, ou ce que par exemple c'est une des choses que j'ai suggéré dans ma thèse, c'est
de suivre un peu une approche hybride, d'utiliser le cadre réglementaire qui existe maintenant, le droit de la discrimination, mais en même temps créer aussi des règles très spécifiques pour l'IA, parce qu'il y a tellement d'enjeux qui sont spécifiques à l'IA, qui, même si le droit ou la règle de droit est assez flexible, et les juges peuvent appliquer une règle de droit pour dire, voilà, c'est peut-être couvert par une loi, mais il y a tellement d'enjeux déjà pour l'accéder aux preuves que, selon moi, c'est important d'avoir un cadre juridique spécifique aussi pour l'IA, et les deux peuvent se complémenter pour donner une garantie, en fait. Parce qu'en fait, finalement, on doit avoir la même protection contre la discrimination aussi si c'est causé par un système d'IA. Ce n'est pas simplement parce que c'est un système d'IA que vous devez être moins protégé. Ça fait aucun sens. Donc il faut, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc il faut des règles pour permettre ça. Et avec ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et n'hésitez pas avec des questions si vous avez des questions. Vous avez mentionné qu'il y avait catégorie des systèmes IA des risques différents. Vous avez mentionné, oui. Alors, qui a défini ces catégories, cette catégorisation? Ça vient de où, ce qui est défini? Et à part ça, en fait, deuxième question, en fait, vous avez très bien, je veux dire, expliqué comment, en fait, les meilleures solutions, ça doit être une solution hybride autour de ces problématiques. Alors, quels sont les acteurs tech en Suisse qui, en fait, ils sont actifs autour de ces idées? Ben, merci pour la question, ou pour les deux questions. C'est des questions très intéressantes, très difficiles. Je vais commencer par la première question avec les risques. En gros, c'est la Commission européenne et les co-législateurs au niveau européen qui ont suggéré cette classification en risque. Et en gros, il y a la catégorie des risques inacceptables. C'est les systèmes d'IA qui sont interdits. C'est par exemple la reconnaissance faciale en direct dans des lieux publics. Ça, par exemple, c'est une des exemples. On dit c'est inacceptable, ça doit être interdit. Et puis, il y a les systèmes à haut risque. Ce sont les exemples que j'ai donnés. Ça, c'est les risques qui sont peut-être problématiques, mais on ne veut pas les interdire parce qu'il y a beaucoup de bénéfices dans le secteur médical, secteur par exemple, marché du travail, l'éducation. Ça, c'est les IA qui sont autorisés, mais avec des conditions. Donc, si c'est un système de haut risque, il faut remplir certaines conditions pour pouvoir opérer sur le marché. Et après, il y a les systèmes à faible risque qui sont autorisés. Comme ça, il y a juste quelques règles de transparence, mais qui ne posent pas les mêmes problématiques. Donc, ce n'est pas haut risque, c'est un simple risque ou un risque faible. Et donc, il n'y a pas toute cette liste de conditions. Donc, en gros, c'est ça les catégories de risques qui étaient donc suggérées à la base. C'est des techniciens qui ont suggéré ça, mais c'est une bonne question parce que on pourra avoir une discussion si c'est la bonne distinction en fait. Mais le risque était choisi parce que dans l'académique, c'était une des approches qu'on a pris, le risque. C'est très souvent comme ça, c'est comme avec le principe de précaution en droit de l'environnement. On veut interdire des choses qu'on ne comprend pas ou on ne peut pas prévoir les conséquences, comme dans le nucléaire par exemple, ou d'autres catastrophes. Donc on interdit quelque chose, c'est une des approches qu'on peut choisir. On peut critiquer si c'est la bonne approche ou pas. Je laisse ça ouvert, mais en tout cas, c'est assez répandu parce que si on regarde les États-Unis, ils disent pas haut risque, mais ils disent avec high impact decision, c'est quelque chose de très similaire. Donc c'est toujours un peu la même approche, je dirais. Pour la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien compris, je ne sais pas exactement quels sont les acteurs en Suisse qui sont actifs. Oui. Technologiques, voilà, c'est des privés technologiques qui sont actifs autour de ces problématiques, en fait, qui font
qui sont actifs de la part des technologies, en fait, pour trouver des solutions à... Mais je veux dire, j'en suis sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ça sur le radar depuis longtemps. Je ne connais pas concrètement quelles entreprises ont fait beaucoup de choses. J'en suis sûr, il n'y a pas... Le problème en Suisse, c'est comme il n'y a pas de cadre juridique et pas de réflexion très concrète depuis des années, il n'y a pas vraiment cette approche entre des entreprises technologiques et le secteur public officiellement pour résoudre ces problèmes-là. Au niveau européen, il y a déjà un dialogue, par exemple, pour la modération des contenus. Il y avait déjà des années, il y avait les pouvoirs publics ont invité tout le secteur technologique pour discuter comment trouver des solutions. Il y a bien sûr des entreprises en Suisse qui ont trouvé des solutions pour eux. Par exemple, le règlement des différends à l'interne. Mais je ne pense pas à ce niveau-là pour vraiment substituer une loi ou vraiment collaborer avec les pouvoir public. Peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas cette loi, il n'y a pas cette préparation, il n'y a rien prévu de cette coopération, c'est assez nouveau le débat, même au niveau de l'Union européenne, c'est assez nouveau, même aux États-Unis, c'est assez nouveau, donc je ne peux pas vraiment répondre d'une bonne manière à votre question parce que je ne le sais pas. Je comprends. En question sous-jacent des questions premières, en fait, aux États-Unis, vous avez mentionné qu'il y a catégories homologues qui sont en fait nommées impact, voilà, des niveaux d'impact. C'est qui définit en fait aux États-Unis? C'est aussi le législateur, c'est le Sénat qui a suggéré ça, mais il faut dire que ce n'est pas une loi qui est adoptée. Donc c'est une proposition, mais ce n'est pas encore une loi qui est appliquée aux États-Unis. Et il faut aussi dire qu'aux États-Unis, en ce moment, il n'y a pas grand-chose parce que l'administration actuelle a révoqué beaucoup de décrets, notamment sur l'IA. Il y avait un instrument juridique qui a défini, par exemple, ce qui est la discrimination algorithmique, mais c'était établi par l'administration Biden, mais maintenant c'est révoqué. Donc c'est un peu à savoir, il y a un flou juridique en ce moment parce que c'était révoqué. Mais c'est la High Impact Decision, c'est un peu la même chose que autre risque. Par exemple, le marché de travail. Je vous en prie. Ma question, c'est par rapport à la question de savoir justement s'il y a des entreprises à l'étranger qui donneraient accès à leur boîte noire en cas de recours, par exemple dans une procédure d'engagement. Il me semble qu'elles seraient plutôt réticentes à le faire. Enfin, on a des cas avec Facebook où ils n'ont absolument pas voulu et ils préfèrent payer les amendes. Est-ce que c'est pas, à l'heure actuelle, plus simple de juste interdire l'utilisation de l'IA dans des procédures de recrutement où il y a des grandes chances de discrimination? Est-ce que même avec un cadre juridique, ça serait vraiment possible d'obtenir ces données d'entreprises à l'étranger si là déjà on sait qu'elles vont, a priori elles vont pas trop les donner ou en tout cas elles vont être très réticentes? Oui, merci pour la question. C'est une très belle proposition d'interdire quelque chose si on pense que ça va trop loin. Il y a des impacts sur la société, on ne veut pas accepter ça, on peut le prohiber. Oui. La Suisse pourrait faire ça. La Suisse pourrait dire dans une loi en disant on ne veut pas accepter les décisions dans le recrutement par des IA et l'interdire simplement, c'est une possibilité. Je peux comprendre, j'ai beaucoup de sympathie pour cette suggestion, mais ça va très loin. Mais je pense que c'est une des choses qu'on peut envisager. Concernant le premier point, la question, c'est très très difficile, ça c'est clair. Mais il y a quand même dans d'autres domaines, protection des données, droit de la concurrence, on voit ça marche très bien, infliger des amendes, avoir d'accès aux données, ça marche depuis des décennies. Il y avait quelques jours, je pense la France a fait une amende à Google de presque 400 millions d'euros. Ça marche très bien, c'est compliqué, mais en fait, le problème c'est toujours, même si c'est une boîte américaine, ils ont leur siège social normalement à Dublin. Donc, si c'est dans l'Union européenne, il y a quand même un droit de... La même chose pour la Suisse. Dès qu'il y a un impact avec la Suisse, la loi suisse prévoyait un accès. Si la LPG suisse est impactée, c'est la même chose. Les autorités suisses peuvent investiguer. Ça peut être difficile, oui. Ils ne vont pas faire jeu simple à l'administration suisse européenne, ça c'est sûr. Mais je pense que ce n'est pas un obstacle de ne pas le faire. Je pense que c'est quand même faisable. Et en droit pénal, droit fiscal, il y a beaucoup de domaines où ça marche très bien.
Mais il y a la dernière possibilité, c'est d'interdire. Et c'est une des choses, en fait, la réglementation de l'Union, c'est assez flexible. Donc, un jour, il peut s'avérer qu'il faut interdire quelque chose. Et tous les États membres sont en fait libres d'aller plus loin. Et la Suisse pouvait faire de la même manière, d'interdire. Justement dire, pour le moment, c'est trop compliqué, on ne peut pas prévoir les conséquences, mieux d'interdire pour l'instant. Ou juste autoriser quelque chose que moi j'ai suggéré par exemple dans ma thèse, c'est d'avoir un système comme pour les médicaments, comme pour Suisse, ça s'appelle Suisse Médic à Berne, qu'il faut une autorisation, c'est testé, et puis une fois l'aval de l'autorité, on peut l'utiliser. C'est comme une prohibition sous condition. Si les conditions sont remplies, on peut utiliser l'IA, et ça pourra se faire pour des IA. Donc ça serait une solution plus conciliante entre pas interdire et interdire, mais avec des conditions et avoir quand même... voilà, mais c'est une très belle pensée et c'est discuté effectivement dans la littérature aussi, des choses comme ça. Oui, moi j'ai une question concernant l'utilisation directe ou indirecte de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, imaginons... Plus fort ? Juste peut-être répéter dès le début parce que j'ai pas... Je disais, est-ce qu'on fait une distinction entre l'utilisation directe et indirecte de l'intelligence artificielle? On peut imaginer par exemple dans les processus de recrutement, un processus dans lequel on soumet à l'algorithme un certain nombre de CV, on demande un triage préliminaire, mais on pourrait très bien imaginer qu'une responsable ou un responsable RH, à titre privé, soumette à l'intelligence artificielle un algorithme, l'analyse de données papier qu'elle aurait reçues. Est-ce que dans la loi, on prévoit une distinction entre une utilisation directe ou indirecte? Parce que la personne qui serait incriminée, enfin, dans un cas, l'entreprise pourrait être incriminée parce qu'elle a implémenté elle-même le système d'intelligence artificielle, mais dans un autre cas, on pourrait très bien imaginer qu'on incrimine la personne qui a utilisé à titre privé l'intelligence artificielle dans le cadre d'une décision qu'elle prendrait pour son employeur. Ah, voilà, mais ça, c'est une super question, parce que j'ai réfléchi pas mal temps durant ma thèse à justement cette problématique, parce que en fait la question, pour faire simple, c'est de savoir est-ce qu'on a une question d'un algorithme ou une décision d'un système d'IA ou pas, et à quel moment est-ce qu'on peut parler par exemple d'une décision automatisée. Il y a en droit de la protection de données, il y a un peu la même question et c'est défini dans la loi suisse. Quand est-ce qu'on peut parler d'une décision automatisée pour le droit de la protection des données? Et c'est un peu la même question de se poser la question déjà quand on peut parler d'une telle question. Est-ce que par exemple 20% d'utilisation d'un IA c'est suffisant? Est-ce que ça doit être 100%? Est-ce que déjà 1% c'est suffisant ou pas? Et comme vous le dites, à juste titre, si ce n'est pas visible qu'une IA a été utilisée, c'est genre juste pour préparer la décision. Et après, la décision est peut-être 100% humaine, mais basée complètement sur la décision ou sur les résultats d'une décision d'un système IA. C'est encore plus compliqué. Donc, je pense que les deux questions, comment savoir quand on parle déjà d'une décision d'un système IA est plus humaine ou humaine IA, et après, à quel degré c'est utilisé, parce que c'est vrai, la préparation, ça peut, avant l'IA, on pouvait demander à un collègue d'un avis, consulter des bouquins, maintenant on consulte peut-être l'IA, donc c'est ça tout l'enjeu, et je pense qu'il faut prendre en compte en fait la préparation de la décision. Il faut avoir une vision globale, je pense, mais c'est très difficile parce qu'après c'est une question de preuve aussi. Si vous utilisez par exemple juste pour préparer et ça ne se voit pas, c'est très difficile à prouver. Aujourd'hui, tout le monde peut utiliser ChatGPT pour prendre une décision et ça ne se voit pas. Dans ce cas-là, probablement, on devait parler d'une décision humaine, même si c'est un système d'IA. C'est très difficile à dire, mais c'est là une des questions essentielles sur laquelle je pense il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore résolues. J'ai écrit quelque chose sur les pourcentages, comment on peut parler de ça. Dans la thèse, ça va être publié bientôt sur le serveur de l'UNIL. Oui, il y aura quelque chose sur ça, sur cette question justement, mais c'est très difficile et je n'ai pas la réponse finale sur ça parce qu'il y a beaucoup d'options comment gérer avec cette question, mais c'est essentiel parce qu'on doit trouver une décision. Quand est-ce qu'on a une décision de l'IA
Et pour répondre à votre élément, ce n'est pas très clair dans le règlement de l'Union européenne en fait. Ce n'est pas très clair. Ça dit juste des étapes préparatives doivent être prises en conséquence et tout ça. Ça c'est marqué, mais ce n'est pas très clair si... Normalement, ça ne rentre pas, bien sûr, dans le champ d'application si c'est vous, en cachette, qui vous préparez la décision. Mais en pratique, c'est 100% d'impact. Donc c'est très difficile à le dire et voilà. Mais merci pour la question. Merci beaucoup, Fabian. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Il reste à disposition si vous avez des questions. Et puis on va attaquer avec la dernière conférence qui est un très beau projet de jeu vidéo qui va bientôt sortir pour sensibiliser aux violences dans le couple, dans à peu près 5-6 minutes. Voilà. Donc Fabian est à disposition si besoin. Merci beaucoup. On se rend sur YouTube.